d'être ici pour cette petite conférence francophone qui se passe dans le cadre de discussions relatives à un futur hyperhumaniste, j'ai appelé ça hyperhumaniste, de l'Europe de santé. Cette conférence est faite à partir du siège de Health, Healthy Life Extension Society, à Bruxelles, mais se tient évidemment de manière virtuelle. Alors, si tout va bien, je vais partager mon écran. Dites-moi aussi si vous le voyez. Voilà. Et donc, vous voyez bien l'écran? Oui. Ouais. Ok, parfait. Et donc, merci à vous d'être présents d'abord. Et donc, voilà, cette conférence se passe, comme je vous l'ai déjà dit, dans le cadre des activités sur le futur de l'Europe. C'est donc l'Union européenne a décidé, il y a quelques mois, d'organiser des débats avec participation des citoyens sur quel peut être le futur de l'Europe. Parmi les thèmes de discussion qui ont été approchés, il y a un avenir plus sain pour les Européens. Et donc, il y a eu une initiative lancée particulièrement par Attila Xordas, qui est un citoyen hongrois habitant au Royaume-Uni. Et cette initiative, je vais la détailler tout à l'heure. Et c'est également dans le cadre de l'événement Super Longevity Holiday Party de Humanity Plus, qui se déroule en divers moments dans divers lieux, ce 18 décembre également. Le déroulement de cette petite conférence, c'est d'abord donc vous décrire les objectifs de l'initiative européenne. Ensuite, je parlerai des espaces européens de données de santé. Et ensuite, ou plus exactement, enfin oui, et d'ailleurs, si quelqu'un veut, c'est maintenant ou après, je propose que chaque personne qui le souhaite parle 1 minute, voire même 2 minutes, à propos de cet objectif. Comment est-ce que lui, il perçoit ça? Quels sont les aspects pour lui les plus importants? Et puis après, on fera pendant un petit quart d'heure, questions-réponses, débat. Voilà. Alors, quels sont les objectifs de l'European Longevity Initiative? Il y en a 4, et le premier, c'est le plus important, c'est de permettre un engagement juridique, de faire que soit reconnu dans la législation de l'Union la malléabilité du vieillissement biologique et le paradigme de la géroscience traditionnelle en tant qu'instrument ultime d'une santé humaine neutre en termes d'âge. L'objectif ultime étant de permettre à tous ceux qui le souhaitent une vie, on va dire, sans discrimination selon l'âge. Évidemment, ça n'est pas un objectif à court terme, un objectif à très long terme. Alors, ça suppose en fait trois sous-objectifs, on va dire. Un engagement budgétaire, qu'une partie importante du budget R&D, recherche et développement de l'Union, mais aussi des États membres, soit consacrée spécifiquement au développement de technologies de longévité en bonne santé, avec des recherches avec une forte intensité scientifique. Et puis, ça suppose aussi un engagement réglementaire. Donc, un feu vert pour des essais cliniques géroprotecteurs qui soient axés sur le vieillissement, qui se fassent à l'échelle européenne par le biais d'une réglementation spécifique de l'Agence européenne des médicaments, qui est l'agence compétente pour permettre notamment des recherches thérapeutiques, mais aussi pour permettre des tests cliniques. Il faut savoir que dans les pays européens, comme aux États-Unis d'ailleurs, les tests cliniques, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, qui est extrêmement complexe à organiser. On dit parfois que maintenant, pour pouvoir réellement réaliser un nouveau médicament,
avec tous les tests sur les citoyens qui sont nécessaires. Il y a des tests qui sont dits de phase 1 pour vérifier si le médicament est sans danger, de phase 2 pour vérifier si le médicament fonctionne sur un petit groupe et de phase 3 pour vérifier sur une population qui peut comporter des dizaines de milliers de personnes. On dit souvent que le coût total maintenant, c'est de l'ordre de 1 milliard d'euros ou 1 milliard de dollars, donc c'est une somme absolument gigantesque. Et s'il n'y a pas une facilitation des recherches cliniques, eh bien, on ne progressera pas. Et puis, l'engagement institutionnel, ce serait la création d'un institut européen de recherche sur la longévité, coordonné au niveau des États membres. Et donc, dans le cadre des 3 engagements précédents, il faut savoir que l'Europe n'a pas, au contraire des États-Unis, d'organisation vraiment spécifique concernant les aspects du vieillissement. Voilà. Donc, à un moment, mais peut-être qu'en fait, on va commencer maintenant et puis je relancerai. Chaque personne présente est invitée à exprimer en 1 minute pourquoi une vie en bonne santé beaucoup plus longue pour ceux qui le souhaitent serait une bonne chose. Mais je sais que c'est toujours difficile pour le premier volontaire ou pour la première volontaire, mais on va quand même essayer. N'ayez pas peur. Non? Pas de... Ah, Virginie, non? Vas-y, vas-y. Vous levez la main? Oui. Vas-y. Le bâton de parole. Alors, j'ai 2 sortes de raisons. Déjà, une raison individuelle, c'est-à-dire que, tout bêtement, je n'ai pas du tout envie de mourir. Je n'ai pas du tout envie de voir mourir mes proches. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, je me sens très bien. Voilà. Moi, j'aime bien la vie et je n'ai pas envie que ça se termine. Plus j'en découvre, plus je vois qu'il y en a à découvrir et voilà, et plus ça va, en plus j'en profite. Donc voilà, j'ai pas envie du tout que ça s'arrête et j'ai pas du tout envie de perdre mes proches. Ça, c'est voilà, tout ce qu'on peut mettre comme façade et comme consolation autour de ça, genre vie éternelle ou autre, ça m'intéresse pas. Moi, je veux ma vraie vie. Et j'ai pas du tout envie que ça s'arrête. En plus, alors là, j'ai 2 autres raisons qui sont aussi solides, même si elles sont moins immédiates. C'est que collectivement, le fait que quand on avance en âge, et malgré tout c'est vrai, on devient un peu plus sage. Je suis pas sage, mais on acquiert quand même des éléments de réflexion qui font qu'on est un petit peu moins con. Je sais pas comment le dire. Un petit peu plus sage, ou alors on va le dire comme ça, je crois que tout le monde comprend. Si on arrive également à garder une certaine flexibilité à notre réflexion et qu'on ne se cristallise pas sur des certitudes, et ça c'est important aussi, je crois qu'on arrive à être des humains quand même globalement un peu meilleurs que ceux qu'on a pu être quand on était tout, voilà, quand on n'avait pas encore trop réfléchi et trop vécu des tas de trucs. Ça, voilà, c'est une des 2 raisons collectives. La deuxième raison collective, c'est que si la vie était beaucoup plus longue, on la considérerait comme quelque chose de beaucoup plus précieux et de beaucoup plus important, et que peut-être on arrêterait de réfléchir à court terme. Comment on pourrait réfléchir à long terme alors que la vie est courte? C'est très difficile de réfléchir à long terme alors qu'on sait que pour nous, ça va s'arrêter bientôt. C'est super compliqué. C'est du coup réfléchir pour d'autres. Et je ne sais pas si c'est très ancré dans l'être humain tel qu'il est actuellement. Et du coup, si c'était nous qui étions concernés, par exemple, par l'avenir de la planète, on n'aurait peut-être pas les désastreux réflexes qu'on a aujourd'hui. Voilà.
Merci beaucoup, Virginie. Qui fait le deuxième? Frédéric. Oui, alors ajouter à cet aspect de long terme, il y a l'aspect écologique. Je pense aussi que ça pourrait avoir un aspect positif sur le plan politique, puisque en vivant longtemps et potentiellement en bonne santé, peut-être ça rendrait encore plus évident les problèmes d'inégalité, d'accès aux ressources et peut-être au travail. Parce qu'un des autres aspects positifs, je pense, c'est que les gens pourraient être productifs beaucoup plus longtemps, puisqu'il n'y aurait a priori pas forcément de retraite définitive. Donc, on aurait une productivité accrue, à la fois peut-être au niveau professionnel, mais aussi d'autres formes de productivité et de création. Et ça pourrait accélérer encore, du coup, peut-être les progrès notamment scientifiques ou artistiques, et puis une combinaison des deux. Et du coup, ça me paraît être un élément extrêmement intéressant. Également, bon, c'est un peu un corollaire, mais la réduction des coûts de santé, j'imagine, et des coûts à la fois financiers et humains autour de la fin de vie, des maladies liées à l'âge. Voilà. Merci, Frédéric. Qui fait le suivant? Marc ou Liv d'abord. D'accord. Eh bien, je pense que la santé et la vitalité sont essentielles pour le bien-être de tout le monde et pour profiter de la vie. Donc, qui ne voudrait pas garder cela plus longtemps? Et je pense que de plus en plus, avec la complexité de la vie moderne, que l'espérance de vie typique de l'être humain que nous avons, qui n'a pas changé vraiment, l'espérance maximale au moins est assez court parce qu'on passe des décennies à acquérir des connaissances, vraiment commencer à comprendre sa place dans le monde et soi-même. Et puis là, d'un coup, la santé commence à nous faire défaut, donc on peut moins en profiter. Je pense, oui, une vie beaucoup plus longue, ça peut nous aider donc à davantage approfondir nos connaissances et compétences, éventuellement se réinventer, essayer de nouvelles choses, avec peut-être prendre des risques dans le bon sens, avec moins de crainte de l'avenir, être un peu moins stressé, peut-être moins compétitif et plus coopératif aussi. Je pense aussi que ça aiderait les gens à responsabiliser les gens au long terme, à long terme, comme les autres ont dit, parce qu'ils verraient davantage les conséquences de leurs actions. Et ça serait bien aussi pour les gouvernements et les systèmes de sécurité sociale, parce que les vieilles personnes qui sont en mauvaise santé, ça coûte beaucoup d'argent. Merci, Liv. Marc, alors. Alors, deux idées. Une première d'abord pour aller dans le sens de ce qui a été dit par Virginie et par Liv, mais en insistant sur un aspect particulier. Je pense que, en effet, une de nos difficultés, je parle au point de vue collectif, c'est de garder la mémoire à long terme de ce qui est arrivé à nos sociétés. Or, on voit très bien en ce moment, par exemple, que la mémoire des années 20-30 a été perdue et on se retrouve aujourd'hui dans une phase historique qui ressemble, qui a des analogies avec cette période-là. Mais évidemment, il n'y a plus que très, très peu de personnes vivantes qui aient vraiment la mémoire vécue de ces événements. On peut dire que même la Seconde Guerre mondiale est en train de disparaître de nos mémoires. Eh bien, je pense que les différentes sociétés à travers l'histoire, il y a un lien quoi, entre, on peut dire, peut-être, je sais pas, leur degré de maturité, peut-être, je ne sais pas, et l'espérance de vie des populations aux différentes époques. Je pense qu'il a été question de valeur de la vie. Oui, je pense que la valeur de la vie n'était pas exactement la même quand on avait une espérance de vie moyenne de 30-40 ans, quand on était adulte à 15 ou à 12 ou 13 pour les femmes, etc. Et quand la mortalité infantile était de 50%. Donc, je pense qu'en tout cas, une durée de vie bien plus importante, ne serait-ce que 150-200 ans, allez, tiens, déjà apporterait des transformations considérables du point de vue sociétal. Et si on pousse encore plus loin, évidemment, on peut penser à d'autres choses.
La deuxième idée renvoie plutôt à ce que disait Fred tout à l'heure, à savoir que je pense que, comme beaucoup de monde, hein, qu'évidemment, une vie considérablement plus longue et en bonne santé serait synonyme d'une possibilité de refaire sa vie. Bon, jusqu'à présent, même si la durée de vie, l'espérance de vie, même la durée de vie en bonne santé s'est accrue, on est encore schématiquement, mentalement, dans la pensée qu'une fois arrivé à sa retraite, bon, ben, on est en fin de vie, bon, on peut glaner encore quelques années, mais ça ne va pas aller au bout de bien au-delà. Et donc, on n'est pas dans une perspective de refaire sa vie complètement, ou, bon, de plus en plus ces dernières décennies, on refait des vies professionnelles, c'est-à-dire on change de métier plus souvent, on peut éventuellement faire plusieurs formations, mais c'est subi, c'est pas anticipé d'emblée, encore que bon, les plus jeunes commencent à savoir aujourd'hui qu'ils ne vont pas faire un seul métier, ils vont faire plusieurs métiers, mais je pense qu'on n'est pas dans une situation où c'est bien anticipé cette chose-là. Alors je pense que maintenant, si on se projette sur du bien plus long terme, c'est-à-dire je reprends la même perspective par exemple de 200 années de vie, eh bien, il me semble que, par exemple, la perspective de rester enfermé dans un même niveau de l'échelle sociale, par exemple, peut devenir quelque chose d'absolument insupportable. Parce que c'est une chose de se dire, bon, je vais travailler 30 ans, 40 ans, puis voilà, je vais avoir ma retraite et bon, ben, je peux me contenter de mon niveau de vie et de mon statut social dans ce cas-là. Et, il me semble que se dire pendant 200 ans ou pendant 500 ans, je ne sais pas, je vais être enfermé de cette manière-là, ça devrait devenir insupportable. Et donc, du coup, je me dis qu'une perspective comme ça de vie en bonne santé bien plus grande, eh bien, ça peut être vecteur de quelque chose que pour moi, qui peut être positif, c'est-à-dire de révolte sociale, de refus comment dire, de l'échelle établie des rapports sociaux. Et moi, je considère que c'est quelque chose de progressiste et de positif. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Qui d'autre souhaite maintenant parler? Plus personne? Je vais Moi, je dire peux les dire noms. quelque chose rapidement avant. Vas-y, Armand. Merci beaucoup. Alors, je pense que vivre plus longtemps et en bonne santé pourrait rallonger l'âge d'accès à certains crédits bancaires, notamment au niveau immobilier. Parce que passé l'âge de la retraite, par exemple, le coût des mensualités revient souvent trop cher. Et parfois aussi à 65 ans, l'assurance emprunteur devient parfois aussi très chère. Donc, je suis sûr que si on a une possibilité que les gens puissent vivre un peu plus longtemps, il y aura probablement ou certainement une facilité d'accès à des crédits sans forcément que ce soit limité par un facteur lié à l'âge. Aussi, je pense que vivre plus longtemps va changer radicalement le système social et politique dominant actuel, car l'ensemble des superstructures obéissent actuellement à un temps linéaire. Et ce temps-là est généralement plus ou moins limité. On se dit que les gens naissent et vivent à peu près, maintenant ça varie en fonction des pays et des continents. On sait qu'au Japon, c'est différent qu'en Europe et en Afrique et qu'en Amérique, mais en moyenne, en général, on sait que l'homme ne dépassera pas 120, 125 ans, n'arrive pas à 150 ans. Et imaginez maintenant qu'on soit avec une durée de vie humaine à l'échelle populationnelle, donc la moyenne serait autour de 150 à 200 ans. Là, on va nécessairement ouvrir plusieurs perspectives qui ne dépendraient plus seulement d'une certaine élite, mais qui dépendraient nécessairement des citoyens qui décideraient donc de refaire le monde dans lequel ils veulent avancer. Quand on jumelle à ça les technologies qui sont et qui promettent une meilleure façon de vivre, on a la confiance que les citoyens qui auront le choix de décider de quel type d'avenir ils veulent tracer à partir cette fois-ci d'une nouvelle temporalité existentielle, on peut être rassuré que on aura quelque chose de très, très différent par rapport à tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Voyez-vous que si on veut entrer dans les détails, que ce soit les guerres, les famines et tout, les conflits politiques, tout ça est peut-être lié effectivement au fait que l'être humain a toujours
a toujours été comme bousculé par le temps d'existence, le temps de vie. Si aujourd'hui on a une possibilité que grâce à certaines biotechnologies et certaines recherches et à la longévité, si on a la possibilité de croire que le temps ne nous est plus limité, je pense qu'il y a des précipitations qu'on ne s'empresserait pas de suivre ou des actions qu'on ne ferait pas. Donc ça, c'est ce que je voudrais apporter comme contribution. Merci Armand. Est-ce que quelqu'un d'autre parmi ceux qui ne sont pas encore intervenus souhaite parler? Peut-être Siba? Non? Ah oui. Bonsoir, Didier et tout le monde. Je trouve très important qu'on associe la durée de vie et l'état de bonne santé. Parce que sur le terrain, parfois, j'en discute souvent avec les Allemands. Il y a certains qui ont toujours cette vision de devoir subir ce que la nature nous impose. Donc, on doit vieillir, c'est normal. On doit mourir, c'est normal. On est vieux, on ne peut plus sortir, donc c'est normal. J'ai dit non, c'est pas normal. Donc, il y a certains, la plupart quand même, j'arrive à les convaincre et ils arrivent à voir que c'est vrai. Mais pour d'autres, ils sont un peu toujours, mais je pense que c'est parce que ce débat n'est pas sur la table. C'est pourquoi les gens n'ont pas eu le temps d'y penser. Puisqu'ils sont tout le temps en train de travailler. Pour eux, la façon dont leur vie est tracée est un donné. Ça doit être ainsi, au fait. C'est naturel et que c'est normal, c'est déjà accepté. Ouais, bon, ils n'ont pas pensé que quelque chose une autre manière de vie soit possible. Donc, parfois, quand je leur dis que, bon, avant, on n'était pas en mesure de parcourir des milliers de kilomètres en quelques temps. Mais aujourd'hui, c'est possible. Et c'est là, il s'arrête, il dit, ah, là, c'est vrai. Et parfois, je me demande, donc si tu me parles d'une vie longue, donc ce qui veut dire que je vais toujours travailler, vous voyez, donc ils ont parfois cette pensée, parfois très, très calée, et je leur dis que non, c'est plutôt, c'est des réflexions très complexes. Donc, ne pensez pas ne prenez pas un seul point d'un système de réflexion qui touche beaucoup de domaines et surtout l'organisation même de tout le système social. Une vie longue et en bonne santé, surtout je pense que désormais c'est cette expression qu'on devait toujours utiliser et non seulement parler d'une vie d'une longue vie, d'une longévité de 200 ans, mais surtout en bonne santé, parce que j'ai trouvé des jeunes, ils sont quand même en vie, mais ils ne vivent pas en fait. C'est-à-dire, et c'est parce qu'ils sont malades, ils empêchent, ils attirent toutes les attentions autour et ça affecte aussi la vie de leur entourage. Donc finalement, le développement matériel est là. Vous voyez, ils ont tout pour jouir. Mais la bonne vie n'est pas au rendez-vous, tout simplement parce que la santé n'y est pas. Donc, je trouve que sur ce, il faut vraiment vivre la situation, voir comment les personnes malades souffrent et malgré tout le bien matériel qui les entoure, comment leur vie n'a plus de sens pour vraiment être convaincu que parler d'une vie longue en bonne santé ne devait pas être quelque chose sur lequel on va débattre. C'est une évidence. Merci. Merci Siba. Est-ce que quelqu'un d'autre qui n'est pas encore intervenu souhaite faire ces petites 60 secondes? Parce que sinon, vous aurez encore une occasion dans 60 secondes, parce que alors je vais faire mes 60 secondes. Donc,
pour moi, le droit à la vie, c'est le droit le plus fondamental, le droit humain le plus fondamental, c'est la condition d'exercice de tous les droits. Et aujourd'hui, dans le monde, 70% des décès sont dus aux maladies liées au vieillissement. Dans un pays comme la France ou comme la Belgique ou dans l'Union européenne, c'est presque 90% des décès. Donc, il n'y a rien de plus important que cette question-là. Si on considère que la vie humaine, il n'y a rien de plus important. Et comme le dit très bien Siba, évidemment, il s'agit d'une vie en bonne santé qui est envisagée comme que nous souhaitons beaucoup plus longue. Une vie en bonne santé, c'est très important. Et puis, c'est pour ceux qui le souhaitent, ce n'est pas une obligation. Voilà. Et donc, je pense que aussi les progrès technologiques, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire dans beaucoup d'aspects, mais avec beaucoup de risques aussi. Et donc, le fait de faire des recherches dans le domaine de la santé, dans le domaine de la résilience, c'est non seulement utile pour que les gens puissent vivre plus longtemps, c'est utile pour la collectivité, pour toutes sortes d'aspects de coûts économiques, mais c'est aussi utile en matière de ce qu'on appelle parfois maintenant l'espoir existentiel à côté des risques existentiels. C'est utile pour nous donner plus de chances d'être là encore dans des décennies, non seulement en tant qu'individu, mais même en tant que groupe, en tant que société humaine. Voilà, ça c'était mes 60 secondes, peut-être même moins. Et maintenant, est-ce que quelqu'un d'autre veut encore intervenir? Sinon, je passe à la, je dirais, deuxième partie pour parler un peu de données massives, qui est un de mes sujets. Ah, vas-y, Edouard. Allez, je vais essayer, je ne me suis pas bien préparé. Bonjour tout le monde. Oui, il y a cette petite flamme de la vie, c'est quand même ce qui compte le plus, quoi, finalement, plus que tout le reste, on va dire la vie, la santé, le bonheur. Et c'est vrai que si c'est juste un résidu de ce que l'on fait par ailleurs, c'est dommage et ce serait normal, et ça me paraît basique qu'on essaie de l'optimiser parce que c'est le bien le plus précieux qu'on ait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, il y a une deuxième chose, c'est que aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de connaissances en biologie, autant de capacités, autant de suivi possible des données des gens, de la population, pour suivre ce qui peut fonctionner, ce qui est bon pour la santé. Et donc, voilà, on n'a jamais eu autant d'opportunités pour améliorer notre santé. Et donc, je pense que ça doit être encadré et que au-delà voilà, c'est un bien pour l'humanité, on peut aussi en faire des métiers et voilà, et c'est quelque chose d'utile. C'est tout. Merci Edouard. Bien, justement, tu parlais notamment de données, et donc la troisième partie de cette petite conférence est courte. Ça va être à propos de l'usage et des possibilités de partage de ce qu'on appelle parfois en français, on dit parfois du big data, on dit parfois de données massives. Et j'ai fait 2 ou 3 slides que je vais essayer de vous partager si tout va bien. Voilà. Normalement, vous devriez le voir. Donc, à propos de données massives de santé et de longévité, bien sûr. En fait, d'abord, qu'est-ce que c'est que le big data au point de vue de l'information de santé? Où sont les informations? C'est d'abord dans tout ce qui est littérature scientifique. Donc, il y a des centaines, des milliers de journaux scientifiques, des millions d'articles qui sont disponibles dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines. Et finalement, il n'y a encore aujourd'hui aucun moyen d'analyse systématique grâce à de l'intelligence artificielle de ces données. Ici, je cite cela uniquement pour mémoire parce que le reste de mon mini-exposé d'aujourd'hui ne va pas porter là-dessus directement. Il faut savoir que la société qui a le plus progressé dans ce cadre de recherche-là, c'est IBM avec un outil logiciel qui s'appelle IBM Watson, avec un sous-outil logiciel qui s'appelle IBM Watson for Health. Mais ça ne fonctionne pas encore d'une manière absolument extraordinaire.
Donc, il n'y a encore aujourd'hui aucune possibilité de réellement, on va dire, visionner systématiquement les données de la littérature scientifique en matière de santé et d'en sortir des choses déjà utiles. Ça, s'il y en a parmi vous ou parmi ceux qui écoutent cet enregistrement qui sont intéressés, c'est probablement une des pistes de travail. Mais alors, les données de santé massives, elles sont où également? Elles sont bien sûr dans votre téléphone intelligent, et donc elles sont à disposition des géants de la technologie, hein, Facebook, Google et les autres. Et pour le moment, en fait, ces données, elles vous appartiennent pas, en tout cas de facto, et elles n'appartiennent pas non plus à la collectivité. Et puis la troisième source, et c'est probablement la plus grosse source de données, en tout cas au point de vue de la quantité informatique, du nombre de gigas, téra, etc., c'est tout ce qui est dans, on va dire, les institutions de sécurité sociale et particulièrement les institutions médicales, les hôpitaux, les médecins, le secteur de la santé, et puis quand même un nombre qui va croissant de bases de données. Alors, il y a dans un document d'une communication de la Commission au Parlement européen l'idée qu'il faudrait, un document qui est relatif aux méthodes pour favoriser une approche européenne de l'intelligence artificielle. Il est indiqué que d'ici 2025, les citoyens de tous les États membres devraient être en mesure de partager leurs données de santé avec les prestataires de soins et les autorités de leur choix. Si on lit ceci strictement, ça veut dire qu'un objectif de l'Union européenne devrait être normalement que d'ici 2025, les citoyens qui le souhaitent puissent notamment partager leurs données de santé avec les institutions de recherche. Mais il faut savoir que pour le moment, c'est extrêmement compliqué de réaliser ça. Donc, il y a un certain nombre d'organismes publics qui prévoient cela, qui ont comme objectif de partager des données de santé dans un but scientifique. Le plus connu des francophones, c'est certainement le Health Data Hub. C'est une organisation qui a été créée il y a environ 2 ans, qui a donc des objectifs extrêmement louables. Encore une fois, c'est permettre le partage de données de santé avec les scientifiques. Malheureusement, ce qui se passe actuellement, c'est que la procédure pour pouvoir réellement obtenir l'accès à des données de santé via cet organisme est très, très, très complexe. Pour vous donner une idée claire de comment ça se passe, il y a eu des centaines de demandes et il y a eu, aux dernières nouvelles, des centaines et des centaines de demandes, et aux dernières nouvelles, il y avait 12, donc 10 et 2, demandes qui avaient réellement été acceptées et qui avaient permis d'accéder à des données pour les chercheurs. Alors, il y a FinData qui est une belle organisation en Finlande, et cette organisation-là est efficace en ce sens que normalement le mécanisme pour mettre à disposition les données de santé, c'est un mécanisme qui est dit, qu'on appelle parfois ça le opting out par opposition à opting in. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les citoyens sont supposés accepter le partage des données de santé dans un but de faciliter les recherches scientifiques, sauf s'ils disent qu'ils n'en veulent pas. Alors que dans tous les autres cadres, normalement, ou plus exactement dans la plupart des autres cadres, de facto, il faut l'autorisation du citoyen positive. Donc, et cette autorisation positive signifie qu'il y a moins d'accès aux données. Alors, au niveau global de l'Europe, il y a, je passe ce qui se passe en Estonie. Les progrès sont assez considérables. En Belgique, les progrès sont assez importants, mais je dirais qu'on se situe au point de vue du partage des données quelque part entre la France et la Finlande. Et au niveau de l'Europe globale, il y a le concept
de European Health Data Space, l'espace européen des données de santé, qui est un objectif pour le moment de permettre donc le partage des données de santé pour les raisons médicales, pour que les patients au niveau européen puissent passer d'un état à l'autre, mais aussi pour des recherches médicales, notamment des recherches de longévité. Et moi, mon sentiment par rapport à ce qui est fait au niveau de l'Union européenne, c'est que ça va vraiment dans le bon sens. Il y a des dizaines de spécialistes qui s'expriment généralement de la même manière, donc il faut permettre l'accès par défaut, etc. Le problème, c'est que la progression réelle de l'accès aux données de santé n'est que extrêmement lente. Alors là, j'ai parlé jusqu'ici des aspects accès à des données publiques. Maintenant, il y a aussi l'accès à des données privées. Donc, le big data de la santé pour les organisations privées, c'est notamment, donc j'ai dit, pour ce qui est, enfin, j'ai parlé d'Apple, Facebook et les autres, mais il y a aussi des sociétés ou des sous-groupes de sociétés qui se spécialisent vraiment dans des données liées à la santé. Donc, l'Apple Watch, j'en possède une, Garmin, il y a des centaines de milliers d'applications de santé. Voilà, il y a même des initiatives semi-privées, semi-publiques qui normalement ont comme but de faciliter l'accès à ces données, mais en pratique, à ma connaissance, mais j'adorerais que vous me fournissiez des informations complémentaires là-dessus, à ma connaissance actuellement, en pratique, particulièrement pour Apple Watch, Garmin et les autres, il n'y a pas encore de possibilité ni de partager les données de santé avec des chercheurs, ni même d'ailleurs de récupérer ces données pour soi-même. Quelques petits mots sur les aspects juridiques et éthiques. Donc la grosse difficulté pour pouvoir partager les données, c'est toutes les mesures de protection de la vie privée, le règlement général sur la protection des données. Et il y a aussi une évolution qui fait que l'acceptation sociale du partage pour la santé a plutôt, enfin, d'un côté, certains y sont de plus en plus favorables, mais d'un autre côté, certains sont de plus en plus effrayés en ayant, on va dire, peur que ces données puissent servir à d'autres choses que la santé. Et pour ça, donc, il faut, à mon avis, ce qui a été dit par un représentant de la Commission européenne déjà il y a quelques années, il faut se concentrer sur l'utilisation éthique des données afin de garantir que les données de la santé ne soient utilisées qu'à des fins de santé et de recherche et qu'il ne soit pas possible de les utiliser pour autre chose. Ce qui est déjà d'ailleurs théoriquement le cas, bien sûr, mais pas toujours en pratique. Voilà, voilà. Je vous rappelle, ça c'est que cette organisation, que cette petite conférence est organisée par le European Longevity Initiative. Vous avez là le lien vers l'explication d'une manière plus détaillée de ce qui est l'objectif. Et puis, c'est aussi co-organisé par RILS et par l'AFT Technoprog. Et maintenant, donc, je vais couper l'écran et je vais vous inviter peut-être d'abord avant qu'il y ait un débat large d'une dizaine de minutes, à peut-être, je dirais, poser des questions qui seraient des questions de préférence d'éclaircissement par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'ici, ou même qui seraient des compléments. Voilà. Et je vais donner la parole d'abord à Marc, parce que comme ça, je suis sûr qu'il aura des choses à dire. Mais parce que je ne voyais personne encore s'exprimer, mais je passe la parole à Marc parce que lui, il a toujours des choses à dire. Mais surtout, n'hésitez pas non plus. C'est plutôt un piège, Didier, parce que ce n'est vraiment pas mon domaine de spécialité.
Bon, j'ai un point de vue très général et global par rapport à tout ça et pas particulièrement sur la question de la gestion des données notamment. Donc, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Moi, simplement, par rapport comment dire, au niveau européen, ce à quoi je réfléchis, bon, enfin, là aussi, ça me paraît tout bête, hein, à savoir que je crois constater comment dire, un véritable changement d'échelle dans ce qui se fait au niveau international et notamment au niveau, enfin, en Amérique du Nord, aux États-Unis, pour être plus précis. Et je constate que c'est essentiellement l'action d'acteurs privés, les milliardaires dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, qui ont démultiplié les... Enfin, on en a plusieurs en tout cas. On a plusieurs exemples d'investissements importants dans le domaine de la longévité en général. Ils s'intéressent au big data. Ils essaient de faire en sorte, bon, je pense le premier, c'est sans doute Google à travers Calico qui a passé des accords de partenariat pour avoir accès à d'importantes bases de données. Je pense que les autres vont essayer de faire pareil. Et en regard de ces investissements-là, eh bien, les Européens me semblent être partis pour rejouer la même partition qu'avec l'informatique en général, c'est-à-dire de rester des nains très divisés. Donc, ces initiatives enfin, voilà, dont tu nous parles et dont tu perçois quelques éléments, évidemment, ça paraît être plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que les intentions il y a des intentions sans doute qui sont bonnes, mais moi, ma réflexion quand même me pousse à penser que pour l'instant, il y a des barrières dans la manière de concevoir les choses par les responsables des institutions européennes. Et tant que ces barrières resteront présentes, eh ben, on aura du mal à se projeter aussi loin, aussi vite, aussi fort que ce que le font les milliardaires américains en question. Parce que les Elon Musk, les Jeff Bezos, etc., ils ont besoin, ils sentent pas la pression de l'opinion publique, ils craignent pas s'ils s'engagent trop vite, s'ils passent pour des vilains transhumanistes, ils craignent pas qu'on leur coupe les vivres. C'est eux qui ont c'est eux qui ont les finances. Donc, voilà, ils peuvent avancer sans frein, alors que les responsables, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient politiques, enfin, ou qu'ils soient institutionnels en tout genre, eh bien, ils sont très, très frileux. Donc, je pense qu'en même temps que voilà, il y a besoin de ce type d'initiative, comme celle dont tu nous parles, il continue à y avoir un gros besoin de notre part, en tant que communauté longévitiste, transhumaniste, etc., à nous adresser à ces institutions, à les travailler au corps et à leur faire admettre petit à petit le paradigme longévitiste, leur faire admettre que la lutte, elle doit être menée contre le vieillissement et pas simplement contre une succession de maladies. C'est déjà bien qu'on l'a vu au niveau de l'OMS, par exemple, on commence à parler de maladies liées au vieillissement. C'est déjà, je pense à l'initiative de Ilya Stambler à ce sujet il y a une paire d'années. Je pense que c'était une tout à fait bonne chose, mais je pense qu'il faut continuer à pousser et pousser plus loin pour voilà, ouvrir vraiment les possibilités, que ça devienne une donnée auprès des institutions au niveau européen comme aux différents niveaux nationaux. Alors, je ne suis pas exactement dans le champ restreint de ton interrogation. Non, mais quand même. Mais je voulais dire d'abord que j'ai oublié dans les initiatives européennes un aspect qui est un aspect législatif. Donc, l'Europe... enfin, les institutions européennes ont réalisé un projet de texte sur tout ce qui est, on va dire, traitement des bases de données. Et dans ce projet de texte, il y a notamment un concept d'opérateur altruiste de bases de données. Et donc ça, je pense que ça va vraiment dans la bonne direction. Donc le concept, ce terme altruiste étant utilisé pour donc, des opérateurs de bases de données de santé
qui ne pourraient pas avoir un but commercial et qui, par exemple, ne pourraient pas être liés à des compagnies d'assurance ou bien à des sociétés informatiques vendant des produits par ailleurs. Donc ça, je pense que ça va dans le bon sens. Je voudrais aussi dire que je ne suis quand même pas tout à fait convaincu que les Facebook, Apple et autres ne soient pas en partie dépendants de l'opinion publique, plus américaine d'ailleurs que mais même internationale. L'acteur qui est le moins dépendant l'acteur majeur en matière d'intelligence artificielle et de données massives qui est le moins dépendant des données, de l'influence de l'opinion publique, ce ne sont pas les GAFAM, c'est la Chine. Et donc, voilà, là, les choses. Et même la Chine, il y a une certaine importance de l'opinion publique. Et il y a même en Chine un règlement, un texte qui a été adopté dans la législation qui est très très proche du RGPD, avec une toute grande différence, c'est que le RGPD s'applique en Europe aux organismes publics et aux organismes privés, tandis que le RGPD chinois ne s'applique qu'aux organismes privés et aux organismes non chinois. Mais voilà, ça c'est pour aller en partie dans un sens un peu différent, mais pas tellement différent. Et c'est tout. Peut-être, Édouard, que tu peux dire quelques mots sur les recherches ou les choses que tu as fait récemment. Est-ce que tu avais, je trouvais ça entre guillemets amusant et intéressant, découvert récemment par rapport à certaines statistiques de mortalité qui sont disponibles déjà, alors que d'autres choses ne sont pas disponibles. Peut-être que je vais essayer de partager mon écran. J'avais fait, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc, j'avais pris en capture la European Initiative, Longevity Initiative. Alors, j'avais fait un projet en 2015-2016, associatif, enfin un hackathon pendant 6 mois, qui s'appelait Cancer Baseline. Et l'idée, c'était de regarder les risques de cancer dans le monde et de les superposer avec est-ce qu'il y a de l'ensoleillement, comment est-ce qu'on mange, est-ce qu'il y a du chômage, etc. Pour essayer de faire Y égale F de X, de voir si les différences de risque de cancer, parce qu'elles sont bien grandes, peuvent s'expliquer par des différences de style de vie ou autre. On s'était rendu compte que ça donnait des choses, mais qu'il fallait rentrer dans plus de finesse. Et comme on était parti à l'échelle du monde, c'était difficile de faire à la fois fin et large. Donc on avait retrouvé par exemple que l'ensoleillement est en général bon, sauf pour le cancer de la peau, des choses comme ça. Et donc cette année, j'ai voulu reprendre les choses de manière plus fine. La première chose dont je me suis rendu compte, c'est que la plupart des données fines qu'on avait à l'époque, par exemple les risques de cancer pour les Landes en Allemagne, avaient disparu, et visiblement volontairement. Il y a une sorte de peur générale qui est arrivée et qu'on a les données à des échelles plus macro qu'avant. Exemple, en France, on a tendance à avoir des données à l'échelle des régions et non plus des départements, etc. Mais que quand on creuse, vu la diversité de l'open data aujourd'hui, il y en a de partout, c'est plus dur à trouver, mais en fait, on trouve des données plus fines. Alors, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais donc il y a derrière cette peur générale de donner des données trop fines. En réalité, il y a tellement d'acteurs qu'à force de chercher, on trouve des données fines. Mais parfois, il faut chercher compliqué. C'est-à-dire, il faut par exemple trouver des images plutôt que les données. Et ces images sont fines et donc il faut les scraper, enfin récupérer les données associées. Donc, en gros, il y a une peur, mais il y a tellement d'acteurs qu'on a finalement plus de données qu'avant. Ça fait plus que se compenser. C'est ça mon observation. Et au passage, j'en profite, je fais une petite pub pour ce projet qui est purement associatif, gratuit, sans aucun intérêt financier aucun. L'idée, c'est de faire la même chose. Alors, on a commencé par la France cette année. On a appelé ça Open Data for Health. Et donc, vous voyez, là, on a en vert et rouge les villes pour lesquelles on a statistiquement plus ou moins de mortalité que dans le reste de la France, en moyenne. Alors, il y a des explications de richesse notamment, donc ça, c'est pas très intéressant, mais enfin,
Ça dépend de quel point de vue. Mais donc, ça permet de poser des questions et de se dire, ça c'est sur la mortalité toute cause, mais on peut faire la même chose par exemple sur les cancers. Et ça permet de se dire, bah, tiens, mais pourquoi est-ce qu'ici, on a plus ou moins de tels risques? Et de, par exemple, superposer ça avec l'accès aux soins ou d'autres choses. Voilà, donc ça c'est une petite pub pour le projet, pour ceux qui veulent Open Data for Health. Et ça, ce genre de choses-là, ça pourrait être un ciment parce qu'on assemble les données et n'importe qui peut participer, les universités, etc. Donc j'espère que ça va devenir un projet de long terme où tout le monde dans le monde participera. Voilà. Alors je ne sais pas si ça changera tout, la face du monde, parce qu'on va plutôt y trouver, comme je disais, l'accès aux soins, on va trouver ce genre de choses-là. Ce qui nous intéresse, je pense, pour beaucoup autour de nous aujourd'hui, c'est la biologie du vieillissement. Et là, on ne va pas vraiment trouver ça, a priori. Hein. On verra plutôt les risques de pollution, on verra. Mais bon, les grosses choses à changer pour améliorer la santé de manière géographique. Quoi. Et si on veut aller plus loin, là, j'ai fait des études sur des données où on a des marqueurs de santé. Ce que je voulais, c'était essayer de mesurer chez moi, savoir si je prends de la metformine ou d'autres choses, si c'est bon pour ma santé. Et alors, j'ai vu qu'aux États-Unis, ils ont des bases de données longitudinales publiques. Alors, c'est assez spectaculaire, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a évidemment pas les noms des gens, etc. Mais on a des personnes qui sont suivies avec des numéros, où on a plein d'informations sur elles, et on sait si elles sont décédées au bout d'un certain temps. Et moi qui ai travaillé un moment avec des gens à la santé en France, etc., jamais, c'est pas du tout dans l'esprit, quoi. Jamais on aurait autorisé ça en France, parce qu'on a trop peur de ce que les données soient, qu'on puisse repérer qu'en fait c'est son voisin, ou voilà. Et donc on n'aura pas ça en Europe, quoi. Et donc c'est vrai qu'il y en a un frein, un blocage psychologique, hein, qui est très grand. Et qui fait que voilà, c'est plus dur. Alors, c'est une protection, je pense, qui évolue. Et peut-être qu'à terme, on deviendra très fort avec ces principes de partage de la donnée uniquement dans des bonnes fins by design. Mais en attendant, les Américains vont 1000 fois plus vite. Eux, ils étudient les cartes de crédit dans tous les sens. Voilà, donc il n'y a qu'à payer, on a les données. Il n'y a qu'à payer, c'est peut-être un problème. Ce que je veux dire, c'est que ça va beaucoup plus vite, quoi. Et donc, on est un peu crânien sur ces sujets-là. Et bon, ça fait partie de notre patrimoine humain, hein, on est comme ça. On est protecteur, on fait attention, on se pose plus de questions. Mais donc, oui, on va moins vite, quoi. Voilà. Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de solution. J'ai moi-même fait des demandes de données de santé, voilà, et en gros, on m'a répondu que parce que j'avais travaillé chez un assureur avant, ce n'était pas possible. Donc on voit bien, voilà, on a peur. Je pense qu'il y a l'administration qui a peur d'être coupable. Donc par principe, ne faisons rien, n'acceptons rien. Et puis, il y a évidemment l'appât du gain ou comment faire son business quand on est dans le privé. Et donc, les données peuvent être vendues. Et donc, ça empêche toute collaboration, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, c'est un peu inhérent à la donnée, en fait, finalement, et à ce qu'elle représente, soit de l'argent, soit des risques. Alors, certes, il y a le côté positif, mais il s'infiltre doucement, quoi. C'est pas évident. Donc, on peut avoir un peu d'inconscience américaine pour aller plus vite. Et sinon, ça prend du temps, quoi. Ouais. Voilà. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Hein. Ouais. Si je peux d'ailleurs compléter, en fait, ce que je trouve aussi relativement, peut-être tu peux couper l'écran quand tu trouves, parfois, oui, parfois on ne retrouve pas. Donc, ce qui est aussi fascinant, c'est que d'un côté, tu as, nous avons toutes ces législations protectrices de la vie privée. Et puis, d'un autre côté, en France, par exemple, il y a eu le scandale IQVIA, où ils se sont aperçus que les pharmaciens de 40% des pharmacies en France donnaient sans autorisation et sans rien, en fait, les données relatives aux prescriptions et tout ça. Comment dire? Et après, d'ailleurs, on ne sait toujours pas exactement à qui ça a servi, comment ça a servi, mais je suis souvent absolument fasciné par, d'un côté, des choses totalement protégées, et puis
à droite et à gauche, en fait, les règles qui sont absolument non respectées. Donc, ma perception des choses est plus les données seront considérées comme des données accessibles aux scientifiques facilement et sans trop de problèmes juridiques, moins en fait ces données vaudront de l'argent et donc moins il y aura de risques de dérapage. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de précautions, mais la situation actuelle est vraiment étrange. Voilà. Moi, j'ai travaillé un peu avec IQVIA et d'autres. Ils vont servir des données, par exemple, pour essayer de voir si un médicament est bien vendu et faire du marketing. Ouais. Vous n'êtes pas du tout dans la santé, dans le marketing, hein, vendre le plus. Oui. Mais ils ne vont pas les utiliser à des fins personnelles, ce serait même en interne. Ça non, ça, je pense pas. Donc en fait, le risque, il est limité en réalité. Et par contre, effectivement, tous les blocages qu'on fait, eh bien, tous ceux qui sont les IQVIA vont passer à travers les mailles du filet. Bon, là, ils se sont fait prendre, mais bon, c'est la pointe de l'iceberg. Et alors que tous les chercheurs sont bloqués en réalité. Donc, c'est pas évident. On est d'accord. Liv. Je voulais juste mentionner une chose. Je ne sais pas s'il y a un rapport en particulier. Il n'y a pas un rapport immédiat avec le partage des données avec les scientifiques, mais à partir de janvier, tout le monde en France, dans le système français, est censé avoir maintenant d'office un espace numérique de santé, une sorte de dossier médical en ligne où tous les professionnels peuvent partager des documents et les patients peuvent partager ses propres documents. Et depuis une dizaine d'années, le gouvernement français a lancé, je crois, 3 ou 4 versions d'un dossier médical en ligne qui n'ont pas eu énormément de succès. Donc là, maintenant, ils disent tout le monde va en avoir un, sauf si tu dis que tu ne le veux pas. Je crois qu'il faut écrire en disant je ne veux pas d'espace numérique ou quelque chose. En effet, c'est quelque chose qui existe déjà en Belgique depuis quelques années et dans d'autres pays aussi, mais où, on n'a pas encore accès réellement à tout, hein, mais ça progresse assez bien. Et donc, effectivement, en Belgique, je crois, et en France, je suis certain, là, ça a été un système dit de opting out, c'est-à-dire que c'est uniquement si les gens n'en veulent pas qu'ils ne le sont pas. Je crois avoir entendu qu'il y avait quand même 3% des Français qui avaient refusé, alors que, par exemple, pour la même chose en Suède, sur une population de 3-4 millions de personnes, c'était quelques centaines de personnes qui avaient refusé. Donc, c'est déjà, mais pour un rapport différent. Obligatoire, ça commence seulement en janvier, je crois. Oui, ça commence, mais la période opting out est, je crois, déjà passée. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Mais donc, officiellement. La de Monaco, donc je ne suis pas concerné. Ah oui, officiellement, ça commence au 1er janvier. Mais évidemment, tout ne sera pas accessible au 1er janvier, je suppose. Est-ce que ça changera quelque chose? Mais donc, dans un monde idéal, d'un point de vue de la recherche scientifique, notamment pour la longévité, évidemment, ces données pourraient aussi être consultées par des chercheurs, mais ça n'est pas du tout le cas. Et en Belgique, d'ailleurs, on m'a dit, mais je n'ai pas trouvé la référence juridique, mais il m'a été dit que c'était même explicitement interdit. Voilà. Je propose d'arrêter sur les questions bases de données spécifiques et d'avoir les quelques, on va dire, 5 ou 10 dernières minutes par rapport à vraiment l'initiative européenne telle que je vous l'ai montrée. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être amélioré dans les objectifs? Qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, convaincre des citoyens européens et des politiques européens? J'ai oublié de dire que le texte de présentation de cette initiative est actuellement le 3e projet le plus soutenu par les citoyens qui ont la possibilité de voter en ligne, mais ça reste en fait l'initiative future de l'Europe
est quelque chose qui touche en fait actuellement relativement peu de gens, puisque c'est quelques centaines de signatures, alors que théoriquement, il y a des centaines de millions de personnes qui peuvent participer à ce débat sur le futur de l'Europe, qui est en fait assez peu connu, en tout cas en Belgique, mais j'imagine encore moins dans les autres pays de l'Union européenne. Voilà, mais donc là, c'est un tour de... vous êtes invité à donner quelques idées par rapport à ce que vous pensez qui serait... qu'est-ce que vous conseilleriez à Attila, notamment, puisque les textes viennent de Attila Xordas, qui est le dirigeant de l'organisation. C'est traduit de l'anglais, hein, donc il y a deux ou trois petites choses où j'ai traduit rapidement, donc le texte n'était pas parfait au point de vue français, mais qu'est-ce que vous diriez sur le fond, si vous avez des idées par rapport à ça? Elles sont les bienvenues. Si vous n'avez pas d'idée. J'ai peut-être une remarque, Edouard, mais je ne veux pas couper la parole à tout le monde, donc ce sera peut-être la dernière, après je me tairai. C'est un peu comme pour les données, c'est les essais cliniques par rapport aux gens en bonne santé, essayer d'améliorer la santé, ou en tout cas pas dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des études compassionnelles pour les personnes en très mauvaise santé, mais nous qui nous intéressons à ce qui est de la gestion de la bonne santé, c'est très compliqué en réalité aujourd'hui de faire des choses. Si on veut savoir si, je prenais tout à l'heure l'exemple de la metformine. Alors évidemment, je comprends tout à fait pourquoi, hein, parce qu'on n'est pas malade, donc on va faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Mais voilà, si toutes ces données pouvaient être collectées et servir à suivre la santé des gens et à faire des espaces de tests, on voit la Covid là où on est tombé sur tout le monde qui voulait essayer, c'était interdit hein, d'essayer. C'est stupide quoi. Enfin voilà, donc alors c'est facile de le dire après coup, mais il n'y avait que les labos pharma qui pouvaient en gros quoi. Hein. C'est comme pour les données, pareil. Et c'est stupide. Le reste était complètement vérolé. Le moindre médecin qui essayait quoi que ce soit, tout de suite, il était limite de ses fonctions. Enfin, c'est le contraire qu'il faudrait, quoi. Et donc, pour la longévité en bonne santé, c'est la même chose. Ça a été un peu accéléré, ce qu'on a vu avec le Covid, mais on vit ça au quotidien. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent mettre en place des essais pour améliorer la santé, c'est très compliqué parce que c'est surveillé de très près, on a très peur. Alors c'est compréhensible parce que c'est un bien très précieux la santé et voilà, mais c'est aussi on aimerait bien pouvoir avancer donc voilà. Ce côté crânien nous empêche d'avancer quoi. Et donc il faudrait avoir des sortes de bacs à sable, des possibilités où on puisse se développer, limitées en termes de taille, mais qui puissent favoriser en fait ces choses-là quoi. Voilà. Oui, c'est clair que des tests cliniques à petite échelle, c'est extrêmement complexe, même s'il y en a eu dans le cadre de la Covid, mais en tout cas des tests cliniques à vocation thérapeutique. Et c'est sûr aussi qu'avoir plus de tests avec des personnes, pas des personnes extrêmement âgées, c'est aussi quelque chose de... Enfin, en bonne santé, c'est aussi des choses utiles. Ouais. Marc, je pense, ou Dominique peut-être. Dominique n'a pas pris la parole jusqu'à présent, alors je vais la lui laisser. Ah non, je suis timide. Et je n'ai pas grand-chose à dire. Hein, donc, ouais. Ok, donc, oui. Vas-y, Marc, alors. Sorry, Dominique voulait quand même parler, non? Désolé. Enfin, bon, alors je la garde parce qu'en effet, c'est une réaction avec ce que vient de dire Edouard. Ça me rappelle l'initiative des challenges vaccinaux qui avait été lancée au moment où on était encore en train d'essayer de mettre au point les tout premiers vaccins. Et en effet, en France, ces propositions avaient reçu une fin de non-recevoir de la part de la totalité des autorités, comités d'éthique, etc. En France, toutes les institutions s'étaient prononcées contre. Mais notamment en Grande-Bretagne et puis aux États-Unis et dans quelques autres pays, donc ces initiatives étaient possibles.
Mais je dois avouer que je ne me suis pas ensuite renseigné pour savoir qu'est-ce que c'était devenu. Et donc, en t'écoutant, Edouard, je me disais, tiens, si on allait chercher les chiffres, s'il est possible d'avoir les données sur ce que ça a donné en termes soit de résultats, est-ce qu'ils ont aidé à quelque chose, ils ont réussi à aider à quelque chose ou à rien. Et puis, de l'autre côté, eh bien, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas mesurer la dangerosité réelle de ces expérimentations, puisque ça revenait pour les personnes qui étaient volontaires à se mettre quelque part en danger, puisque ça consistait à aller tester les vaccins à un moment donné où on avait encore peu de retours dessus. Si on avait comme résultat qu'il y avait eu plein de morts, que sais-je, ou des gens passant des phases critiques avec la Covid, parmi les gens qui donc ont effectué, sont rentrés dans ces challenges vaccinaux, eh bien, on serait amené à dire ah ben c'était une très mauvaise idée, vous voyez, enfin vraiment les gens se sont mis en danger pour rien, enfin et puis est-ce que donc ça a été efficace ou pas efficace? Si là aussi la réponse c'est ça n'avait pas été efficace, bon mais peut-être c'était pas une bonne idée, mais j'avoue que je n'ai rien lu dessus et à l'inverse évidemment on pourrait se dire ah mais tiens ben, finalement il y a eu 0 mort, il y a eu 0 mise en danger. Et Marc, je vais peut-être. Voilà, Didier, je je vais peut-être couper parce qu'en fait, comment dire, je pense que c'est une question intéressante, mais ça sort de l'aspect réfléchis bien, parce que c'est un exemple. Parce que oui, si cet mais juste est validé, eh bien, ça serait au contraire quelque chose à mettre en avant. Comment dire, ça pourrait valoir le coup d'interpeller les institutions, notamment européennes, pour leur dire, voyez, donc cette pratique-là a été efficace et elle s'est révélée pas plus dangereuse que le reste. Et donc, c'est un argument pour aller dans le sens de ce que disait Edouard, c'est-à-dire libéraliser la possibilité de tests, d'autotests, d'acceptation des volontaires, etc. Concrètement, je pense que relativement peu de choses se sont faites. En tout cas, moi, je continue à recevoir la lettre One Day Sooner, mais il n'y a pas eu non plus de nombre de décès ou de choses comme ça, mais je pense que ça n'a pas été, on va dire, jusqu'au bout. Voilà. Est-ce que jusqu'au bout, c'est une contradiction et ça mériterait d'être vérifié? Ok. Pour voir ça en grand, on pourrait imaginer un observatoire européen de la santé où tous les citoyens sont incités à ce que leurs données de santé participent à une sorte de gigantesque essai clinique et on les incite à participer à la biologie du vieillissement. Ce serait institutionnalisé, donc on aurait moins peur. Voilà, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Voilà, ça, il y aura peut-être quelque chose à faire. J'aime bien l'idée. Ok. Si plus personne n'a quelque chose à dire, je vais donc maintenant achever formellement cette mini-conférence en vous remerciant d'avoir été là, en vous remerciant d'avoir apporté vos idées et à une prochaine fois. Merci. Voilà. Non. Qu'est-ce qui se passe? Minute. Ok, voilà, c'est stoppé. Oui, maintenant, c'est la partie un petit peu informelle, 5-10 minutes, si vous voulez dire quelque chose qui n'est pas enregistré. C'est le moment, particulièrement Dominique Amaury et Arnaud et l'autre personne de Strasbourg. Éventuellement, on peut mettre nos caméras pour ceux qui veulent. Comme ça, vous n'êtes pas obligé. Moi, il y a des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps. Donc, Liv, voilà, enchanté. Voilà. Allez, et puis d'autres personnes. Donc, voilà. C'est toujours bien de se retrouver, comme il y a le Covid. Moi, personnellement, j'ai arrêté la plupart de mes activités associatives avec le Covid. Je me suis mis à l'écart physiquement de plein de choses. Je ne voulais pas attraper la maladie. Au départ, j'en avais un petit peu peur. Et donc, voilà, c'est toujours bien de retrouver les gens. Parce que le temps passe. En effet. Et Virginie, je suis contente de te revoir. Voilà.
Et Amaury, je suis content de te voir aussi. Je me souviens quand tu nous avais expliqué les aspects, on va dire, justement, financement et des choses comme ça, c'était super intéressant. Mais voilà. Peut-être que tu as des choses à dire informellement ou dans ce qu'on a raconté ou... Tu parles à qui là? Ah, Amaury. Ah, pardon. Mais bonjour. Non. Non, c'est pas grave si tu voulais. Vas-y, Virginie, alors, si tu as encore. Non, c'est bon. C'est J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Ok, Je suis contente aussi. chouette. Ok, et alors, je propose alors d'arrêter là. J'espère qu'il y aura encore des petits événements comme ça. Ça peut être sympa, surtout si vous avez des idées, tout ça, n'hésitez pas à les exprimer. Et alors, je crois, Trifon, tu souhaitais me contacter après. En fait, je suis derrière mon smartphone, si tu le souhaites, juste après cette petite réunion. Donc, voilà. Voilà. Eh bien, donc, je vous souhaite une belle fin de soirée à tous. Merci Didier, merci à tout le monde. Voilà. Bonne fin d'année si on se revoit. Merci, pareillement.